Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et je suis super content de vous retrouver avec un petit jour de retard, mais je suis super content de vous retrouver pour notre tour d'horizon hebdomadaire du football mondial. Dortmund déchaîné, des Citizens rois de Manchester, la liste de Deschamps et un Boca River passionnant. On parle de tout ça et bien plus encore dans l'œil de Willou. Et on commence avec le plus gros choc européen du week-end, un classiqueur rock'n'roll, qui a vu les Bavarois réaliser une première mi-temps de haut rang avant de courber les chines face aux jaunes et noirs, un doublé pour le très grand Marco Reus, puis un face-à-face remporté par l'inévitable Paco Alcácer, score final 3-2, les sextuples champions d'Allemagne frôlent la crise et pointent à 7 longueurs de leurs rivaux, auxquels le football sourit. Alors pour être honnête, c'est le match que j'avais coché sur mon agenda depuis super longtemps maintenant, et comme pas mal de choses dans la vie, avoir de fortes attentes, c'est souvent la meilleure manière d'être déçu. Là ça n'a pas été le cas. Parce qu'on a eu déjà un Bayern séduisant, beaucoup plus entreprenant que ces dernières semaines, avec notamment une très bonne animation des côtés, portée par le duo Ribéry-Gnabry, avec un Lewandowski au top niveau. C'est peut-être une rencontre même qui résout plus de problèmes qu'elle n'en crée pour eux, parce qu'ils ont montré de très belles choses. Mais évidemment, ce match n'aurait pas été ce qu'il a été sans un Dortmund formidable, un peu éteint en première période, et on les imaginait peut-être enfin trébucher, peut-être un peu rentrer dans le rang après leur départ canon. Bah non, et c'est ça qui a été aussi notable. Ils sont restés fidèles à leur principe de jeu, ils ont surtout maintenu une très forte confiance en eux-mêmes, et ça a payé. Ce qui du coup, même au-delà du bilan comptable, 7 points d'avance, loin d'être négligeable, mais même au-delà, envoie un signal très fort. Parce que quand tu bats le Bayern, et quand tu le bats de cette manière, tu montres une vraie force mentale, et tu crées aussi, à ce moment précis, des réservoirs mentaux qui peuvent te permettre d'aller au bout. Alors la question c'est, Dortmund va-t-il gagner la Bundesliga ? Eh ben j'ai envie de dire oui, mais bien sûr ça dépendra d'à peu près 1 million de facteurs, et surtout, malgré la force collective de cette équipe, un point sur lequel il faut vraiment créditer le travail monstrueux de Favre, qui arrive à impliquer 23, 24, 25 joueurs dans son collectif, avec des permutations permanentes dans son 11, mais malgré ce travail collectif phénoménal, on peut pas nier que c'est une mission qui deviendrait très compliquée sans le talent d'un homme, Marco Reus. Pour l'instant, enfin épargné par les blessures, et qui a déjà plus de buts, plus de passes décisives et plus de minutes jouées que sur toute la saison dernière. Sans lui, ça pourrait devenir très compliqué. Enfin, un petit mot pour la Bundesliga, qui nous a servi un produit d'appel superbe. Comme vous le savez, je parle souvent de la Première Ligue, qui pour tous ses défauts, mérite à mes yeux son succès au regard de sa culture footballistique exceptionnelle, avec des pelouses superbes, un arbitrage fluide, une mentalité offensive, une réalisation télé qui sacrifie pas le plan large sur l'autel du zoom intempestif. Bah ce week-end, j'ai retrouvé tout ça devant Dortmund Bayern, avec en plus, et là contrairement à la Première Ligue, avec en plus une ambiance fantastique et authentique. Avec cerise sur le gâteau, un scénario fou, c'était un vrai match plaisir. C'était pour moi le meilleur match de ce début de saison 2018-2019. De l'autre côté du Rhin, le choc du week-end n'a pas offert la même intensité. Ravagé par les blessures, Monaco s'est lourdement incliné face à l'OG parisien, vainqueur 4-0. Derrière, le podium ralentit la cadence, à l'image du LOSC, tenu en échec par Strasbourg, et de Montpellier, qui s'est incliné à Angers 1-0. L'Olympique Lyonnais s'en est remis au coup d'éclat de son jeu au Memphis pour camoufler une prestation inquiétante contre Guingamp 4-2. Nîmes s'est incliné face à Nice 1-0, comme Toulouse contre Amiens. Bordeaux et Caen se quittent sur un triste nul 0-0, même résultat dans le derby de la Loire, 1 partout. Saint-Etienne poursuit sa belle série contre Reims 2-0, même score enfin pour Marseille contre Dijon. Alors Paris-Monaco, c'est évidemment une rencontre qui comportait une certaine symbolique. On n'oublie pas que la SM a été la seule équipe capable de briser l'hégémonie du PSG en 2017, avec un titre de champion en 2017. Là, ils sont giflés chez eux, et après avoir mis 5-0 à l'OL, on voit pas trop ce qui empêchera les Parisiens de finir la phase aller à 19/19. Alors c'est un problème pour Monaco, qui se prépare à une longue bataille pour le maintien, qui comptait 15 blessés au coup d'envoi et 17 au coup de sifflet final, qui se fait humilier à domicile en France et en Europe, 0-4 contre Bruges, on le rappelle, mais on peut pas s'empêcher de penser, quelque part, que c'est surtout un problème pour Paris. Ça a été dit 1 million de fois bien sûr, mais pour le coup c'est vraiment une thèse à laquelle je souscris entièrement. Comment est-ce que tu peux préparer l'intensité d'un 8ème de finale de Ligue des Champions quand tu te balades contre tous tes prétendus rivaux en Ligue 1 ? C'est une équation franchement pas facile à résoudre, à laquelle je vois pas de solution immédiate là aujourd'hui.
Je pense par contre que si le Qatar pouvait recommencer son projet de zéro, il ferait peut-être le choix conscient de grandir moins vite. Parce qu'en quelques années, à peine finalement, Paris, à coups de centaines de millions d'euros, a pris tellement d'avance sur ses concurrents qu'il a finalement éliminé toute forme de résistance susceptible de le faire grandir. Et la preuve, c'est bien le paradoxe qu'on a aujourd'hui. Paris a jamais été aussi fort sur la scène nationale et a rarement été aussi faible sur la scène continentale, et ça pourrait durer. En première ligue maintenant, les Londoniens lâchent du lest. Arsenal a montré un visage peu enthousiasmant contre les Wolves et a dû attendre la 86e minute pour accrocher un nul un partout, et Chelsea n'a pas pu venir à bout d'Everton 0-0, alors parmi les clubs de la capitale, seul Tottenham réalise une belle opération, co-vainqueur de Crystal Palace 1-0, puisque Fulham s'est incliné contre des Reds sérieux 2-0, le choc du week-end lui se jouait plus au nord. Et Manchester City, irrésistible, n'a pas tremblé contre ses voisins d'United, un succès 3-1, qui propulse les hommes de Guardiola toujours plus haut, quitte à banaliser l'exploit. Alors déjà, très belle perf de City, qui a encore livré une prestation rouleau compresseur, qui a jamais vraiment semblé inquiéter, et la preuve par les stats, c'est 17 tirs à 6, et sur les 6 tirs d'United, 4 sont bloqués, et un seul est cadré, c'est le penalty de Martial. Ensuite, sur le plan individuel, là on retient particulièrement la prestation de David Silva et Bernardo Silva. C'est vraiment un plaisir de les voir jouer ensemble. David, qu'on imagine plus comme un system player, ce que Guardiola fait vraiment briller. Bernardo, qui est friand de coups d'éclat individuels, mais qui a aussi un sens du collectif hors pair. C'est un joueur que j'adorais à Monaco, qui a que 24 ans et qui, à mon avis, est parti pour faire une très grande carrière. Enfin, je parlais de banaliser l'exploit, parce qu'on en parle assez peu finalement, mais après un titre à 100 points l'année dernière, là on est au tiers de la saison en Première Ligue, et City est encore invaincu, mais je dirais surtout que c'est quelque chose qui banalise les exploits de ses poursuivants. Parce que Liverpool et Chelsea, eux aussi sont toujours invaincus. Et en d'autres temps, on aurait vu leur début de saison comme un départ ultra canon, qui leur confère le statut, bien sûr, de grandissime favori. Quelques points derrière, on a Arsenal et Tottenham, qui auraient été aussi considérés comme de très sérieux prétendants au titre. Aujourd'hui, on voit ces performances comme normales, parfois même comme un peu décevantes. C'est le nouveau standard fixé par le leader, c'est l'étalon City. En Liga maintenant, le choc du week-end se trouvait incontestablement du côté du Camp Nou, où le Betis de Quique Setién a renversé le Barça 4-3. Le Real de Solari, lui, est tout sourire et enchaîne une 4ème victoire en 4 rencontres face au Celta Vigo 4-2. L'Atlético Madrid a renversé la vapeur en toute fin de match contre Bilbao 3-2. Enfin, le choc du haut de tableau entre Séville et l'Espagnol a tourné à l'avantage des Andalous, vainqueurs 2-1. Alors déjà un petit mot forcément pour le Real Madrid qui retrouve significativement des couleurs. Joli doublé de Benzema, 4 buts en une semaine pour lui après celui en Champions League contre Pilsen. Solari confirmé jusqu'à la fin de saison, 4 victoires en 4 matchs. Voilà, pour l'instant ils n'ont pas rencontré une opposition extraordinaire, mais c'est quand même encourageant. Après, l'exploit du week-end, c'est clairement celui du Betis, pire attaque de Liga jusqu'alors, malgré un jeu léché de possession, le trait de marque du coach Quique Setién, et puis ensuite 4 buts inscrits au Camp Nou, c'est fou. Quelques stats en vrac pour terminer, c'est la première fois de son histoire que le Barça perd un match alors que Messi inscrit un doublé, et puis Setién est aussi le seul coach des 10 dernières années à s'être imposé au Camp Nou et au Santiago Bernabéu, sans être passé par le Real ou le Barça bien sûr. C'est fort et ça a suscité l'admiration de Busquets qui lui a offert son maillot à la fin du match. Côté Serie A maintenant, la surprise du week-end est venue de Bergame, où l'Inter Milan, fort de 7 victoires consécutives, a été giflé par l'Atalanta 4-1. Naples en profite pour dépasser les Nerazzurri à la faveur d'un succès 2-1 contre le Genoa. La Roma a balayé la Samp 4-1, Sassuolo et la Lazio ont partagé les points un partout. La Juventus ne flanche toujours pas et s'impose à San Siro 2-0, Milan est 5ème. Et puis si l'Europe nous a offert ce week-end quelques affrontements de haut niveau, c'est évidemment à Buenos Aires que battait le cœur du football mondial. Initialement prévu samedi, mais reporté pour cause de déluge, Boca Juniors et River Plate ont disputé dimanche la première partie d'une finale de Copa Libertadores historique, 2-2. Score final, rendez-vous dans une paire de semaines pour un dénouement qui ne peut être qu'épique. Scénario exceptionnel également en finale de Ligue des Champions africaine, mené 3 en termes d'un match aller litigieux, l'Espérance Tunis a renversé Al Ahly au retour, une incroyable remontada 3-0 à Rades qui offre au sang et or la gloire suprême. Enfin, Didier Deschamps a dévoilé hier sa liste des 23 pour affronter les Pays-Bas et l'Uruguay. Blessés, Samuel Umtiti, Benjamin Mendy, Lucas Hernandez, Paul Pogba, Corentin Tolisso et Thomas Lemar sont les mondialistes absents. Ils sont remplacés par Mamadou Sakho, Lucas Digne, Ferland Mendy, Tanguy Ndombele, Moussa Sissoko et Alexandre Lacazette. Forfait à son tour, le Gunner laisse sa place à Alassane Plea.
Voilà les amis, c'est la fin de cet épisode de L'œil de Willou. Alors ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu, j'ai dû résoudre pas mal de petits problèmes informatiques en fait, parce que j'ai construit un nouveau PC qui va d'ailleurs me permettre de faire bientôt, le plus vite possible j'espère, mais qui va me permettre de faire des lives, peut-être sur Football Manager, ce qui devrait être cool, mais donc voilà, ça a pris un petit peu de temps pour rentrer dans l'ordre et je suis de nouveau opérationnel. Alors à partir de maintenant, business as usual, on se retrouve demain pour une nouvelle analyse qui, je pense, vous plaira beaucoup. Alors comme d'habitude, prenez soin de vous, passez une super soirée, bisous.